Merci beaucoup, monsieur Jacques Matteux. Mesdames et messieurs, chers amis, parce que j'ai vraiment beaucoup d'amis ici à Montpellier, j'avais l'intention de vous faire tout autre chose que la conclusion que je vais vous proposer. Je voulais traiter, dans la discursivité de mon propos, du thème « être, naître, devenir humain et plus ». Avouez que c'était tentant. Eh bien, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, vous avez parlé avant tout des sujets liés à la naissance, à la fécondité, à la parentalité, les sujets qui font l'objet des discussions sociales, qui ont fait l'objet des discussions dans le cadre des lois de bioéthique, qui continuent d'être l'objet de polémiques intenses, et il m'a semblé plus intéressant de revenir avec ma subjectivité propre sur tous ces sujets. J'ai dit qu'il y avait dans un avis bioéthique, évidemment, une subjectivité que j'assume. Je veux dire que sur les sujets bioéthiques, qui ont par essence la forme d'une tension, d'une question à laquelle la réponse n'est pas évidente, l'on fait un choix que l'on va appuyer sur des valeurs et, bien entendu, le point de vue que l'on exprime dépend de là où on se trouve. Et par conséquent, je désire... Ce n'est pas grave, hein. D'accord. Et par conséquent, je désire simplement rappeler la raison pour laquelle je vais faire cela. Il se trouve, pour pas mal de raisons, que je suis impliqué par ces discussions depuis vraiment très longtemps. Depuis le rapport Brébant, puis ensuite les années 80, j'ai fait partie avec Noël Lenoir de la commission qui a fait les pré-auditions avant la discussion des premières lois de bioéthique. J'ai été commissaire du gouvernement pour toutes ces lois de bioéthique. J'ai participé à la rédaction, surtout sur la filiation de beaucoup d'entre elles. Et depuis, je n'ai cessé d'être membre, et souvent président, effectivement, de comités d'éthique internationaux, européens et français, et cela continue aujourd'hui. Donc, j'ai un avis sur toutes les questions qui ont été soulevées, que je serai obligé de résumer brièvement en mettant en avant mes doutes, et lorsque j'ai une solution à proposer, en la spécifiant en raison. S'il n'est pas possible de spécifier en raison un avis, il est tout simplement insignifiant. Donc, je tâcherai de ne point l'être. Donc, j'ai vu avec Jacques les sujets dont je pouvais parler, qui l'intéressaient, et dont vous avez parlé. Tout d'abord, je vais commencer, parce que c'est le plus ancien de ces sujets, sur l'interruption volontaire de grossesse. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'en reparlerai pas. Je suis intervenu sur l'interruption médicale de grossesse. Il y a deux parties à la loi Veil du 15 janvier 1975, IVG et interruption médicale de grossesse. Je vais vous dire la manière dont moi je l'ai appréhendée, cette loi. Il se trouve que j'avais été interne et chef de clinique dans un service de réanimation qui recevait des femmes en insuffisance rénale. La pathologie pourvoyeuse par excellence de ces tubulonéphrite aiguës avec anurie, c'était la septicémie à perfringens post-abortum, liée aux manœuvres abortives de l'interruption de grossesse qui était clandestine. J'ai vu des dizaines, peut-être une bonne centaine, plus d'une centaine de femmes. J'en ai vu mourir au moins 10, de moins de 30 ans, entre mes mains. Et là, je me suis rendu compte que la question ne saurait être en réalité ce que l'on pensait exactement du statut du fœtus, de l'embryon. J'en reparlerai tout à l'heure, la question se pose naturellement. La question ne pouvait être de convaincre ces femmes de prendre une autre attitude, car de toute façon, et si elles avaient fait cela, en connaissant les risques, c'est qu'elles n'envisageaient pas un seul instant de prendre une autre décision. Elles ne l'envisageaient pas un seul instant.
Dès lors, pour moi médecin réanimateur, la question telle qu'elle se posait était: ces femmes allant avorter, vont-elles le faire en mettant en plus leur vie en danger? C'était la seule question. Cette question étant posée en ces termes, la réponse était évidente. Au moins, dans cette situation, évitons que ces femmes ne mettent leur vie en danger. Sans aucun présupposé sur la signification propre par rapport au fœtus, par rapport à l'embryon de l'interruption de grossesse. Je reparlerai tout à l'heure de l'embryon, brièvement à propos de la recherche sur l'embryon. Je tenais à rappeler cela. Et je dois dire, quand je suis interpellé, encore aujourd'hui, par des mouvements pro-life, parfois assez virulents, assez violents, ils ont peu de choses à répondre à cette objection et à cette pratique. C'est la raison pour laquelle tout ce qui risque de remettre en cause cette avancée, qui est au moins de sauver les femmes, me semble redoutable et devoir être à tout prix évité, à tout prix. Lorsque l'on parle de l'enfant, il est très difficile, quelle que soit sa position philosophique par ailleurs, il est très difficile de ne pas se référer aux impératifs kantiens, et à l'un d'entre eux en particulier, parfois pour le réfuter, d'autres fois pour dire que l'on s'en réclame, fait en sorte de considérer la personne en toi-même comme en celle de tout autre, jamais uniquement comme un moyen, mais toujours également comme une fin. Et en particulier, personne ne nie qu'un enfant soit une personne. Cet impératif kantien s'applique à l'enfant. Il ne serait pas acceptable en regard de cet impératif, et en réalité il serait très difficilement acceptable, même si on contestait cet impératif, de considérer que l'enfant peut être totalement le moyen d'une autre fin que lui-même. Très difficile. C'est naturellement la première objection que l'on a soulevée, et j'étais à cette époque président de la section technique et j'ai dirigé la saisine. Lorsque nous avons été saisis au comité consultatif national d'éthique de la situation posée par la naissance de Molly. Molly était cette petite fille, en fait c'est la naissance de son frère Adam. Molly était cette petite fille atteinte d'une maladie sanguine, l'anémie de Fanconi, dont il existe 12 gènes ou 14 gènes responsables, et on connaissait les gènes responsables dans la famille de Molly. L'anémie de Fanconi est caractérisée par l'absence de fabrication de cellules du sang, globules rouges, plaquettes, et notamment l'anémie oblige à des transfusions répétées qui par elles-mêmes sont toujours mortelles. Et donc il n'y a strictement aucune possibilité de sauver ces enfants, si ce n'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques, à condition de trouver des donneurs compatibles, évidemment. C'est aux États-Unis qu'est né le petit Adam. Un diagnostic prénatal avait été pratiqué dans la famille de Molly sur les embryons obtenus par fécondation des ovocytes de Madame, la maman de Molly, par son père, pour éviter simplement d'avoir un nouvel enfant atteint d'une maladie mortelle. Donc diagnostic pré-implantatoire classique pour éviter la poursuite d'une grossesse et la naissance d'un enfant atteint d'une maladie constamment mortelle. Après un premier échec, une nouvelle tentative avait été un bon succès et l'équipe avait en main 6 embryons. Et alors la question a été posée, sur ces 6 embryons, il y en a au moins 4 qui, s'ils deviennent un bébé, ne seront pas atteints de l'anémie de Fanconi. Acceptez-vous, voulez-vous que l'on mette en priorité dans les voies génitales de Madame ceux qui, en plus,
donneront naissance à un donneur compatible pour Molly. C'est ce qui a été fait. Le petit Adam est né. Molly a reçu le sang de cordon d'Adam, contenant les cellules souches hématopoïétiques. Elle a été mise en rémission complète. Le législateur, le président de la République en l'occurrence, nous demandait que faut-il en penser et faut-il, en France, aller dans le même sens. Le débat a été celui que je vous dis. D'un côté, on ne peut, et Jean-François Maty, je l'ai noté, l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut faire naître un enfant comme un médicament. Il est sa propre fin, une fin en soi. Sa vie, son épanouissement en tant qu'adulte autonome, c'est l'essence de l'éducation d'un enfant, bien sûr. Sauf que Kant ne dit pas qu'un être humain ne doit être qu'une fin. Nous savons bien, quand nous appelons le plombier pour déboucher notre lavabo, dans l'immédiat, le plombier, il est le moyen de déboucher notre lavabo. Évidemment, on ne va pas le réduire à cela, mais quand on l'appelle, il est ce moyen. Voyons le cas d'un enfant. Voyons le cas d'un enfant qui ne serait que sa propre fin. J'imagine un couple que les jeux du corps, la copulation, horrifient. Ce couple trouve cela vulgaire et peu agréable. Ce couple d'intellectuels déteste l'idée d'être gêné par les pleurs d'un enfant. L'odeur des excréments de l'enfant l'horrifie un peu. Mais néanmoins, ils vont passer par-dessus leur répulsion pour néanmoins copuler et avoir un enfant afin de créer un être pour lui-même. C'est absurde. Évidemment, ça n'existe pas. Dans la réalité, un enfant est toujours aussi le moyen de la manifestation d'un désir, du désir d'avoir un enfant et de marquer l'union d'un homme et d'une femme. Des fois, c'est le moyen d'avoir un frère ou une sœur pour un puîné. Des fois, c'est le moyen d'avoir encore un enfant pour consolider un couple qui se délite. Ça ne marche jamais, mais on continue d'essayer. Des fois, c'est le moyen de léguer ses biens, son usine ou un titre nobiliaire. En réalité, un enfant est toujours à la fois sa propre fin et le moyen d'un désir, le moyen d'un dessein, le moyen d'un projet. Dans le cas de Molly, son frère, et pour Molly, a été le moyen de sa guérison. Mais nous n'avons point d'éléments pour penser que, par ailleurs, le petit Adam ne sera pas moins aimé pour cela. Et nous avons indiqué, je militais tout à fait en ce sens, qu'il n'y avait pas lieu, réellement, de s'interdire de recourir à une telle technique. Jacques Chirac nous a saisis peu après d'un cas proche, a priori. Ici, la famille de 4 enfants avait un enfant qui avait fait une leucémie aiguë lymphoblastique, mise en rémission complète, et la famille, s'informant, avait appris que la meilleure chance de guérison définitive de cet enfant, toujours en rémission, était une greffe de cellules souches hématopoïétiques compatibles. Et terrorisé à l'idée de la rechute, il avait demandé l'autorisation de faire une fécondation in vitro, un diagnostic pré-implantatoire, pour faire naître un donneur potentiel pour greffer cet enfant en rémission complète. En première analyse, situation extrêmement voisine. En réalité, non. Plus difficile dans ce cas-là. En effet, la seule cause de la fécondation in vitro, c'était la naissance d'un enfant compatible. Famille nombreuse, elle avait manifesté maintes fois son désir d'arrêter là les frais. Il n'y avait pas de maladie génétique, de raison de faire un diagnostic pré-implantatoire, donc uniquement cela. Donc, vous savez, on n'est jamais dans les alcôves et dans les reins, et par conséquent, on ne peut jamais dire ce que pensent réellement les couples. Néanmoins, la suspicion existait que la raison qu'avait ce couple unique de faire un enfant, c'était cela.
Or, il se trouve, Jean-François Mattei il l'a dit, mais dans ce cas-là, c'est encore plus difficile, que lorsque les greffes de cellules souches hématopoïétiques échouent, elles échouent par un mécanisme qu'on appelle la réaction du greffon contre l'hôte. C'est-à-dire que les cellules immunologiques du donneur réagissent contre les tissus du receveur et tuent le receveur. Et de fait, dans cette situation où l'enfant était en rémission complète, où des cellules souches hématopoïétiques de donneur étaient possibles, l'idée que l'on ferait naître un enfant pour donner une chance supplémentaire à son frère, et qu'après, il pourrait non seulement échouer, mais le tuer, par une réaction du greffon contre l'autre, nous a fait répondre au président de la République que, à notre avis, et à sa place, on ne donnerait pas l'autorisation. Cela pour vous indiquer qu'en réalité, la totalité de la problématique bioéthique est l'objet d'une casuistique. Elle ne peut pas être l'objet d'une casuistique, c'est-à-dire sur une étude des situations et des cas, les intérêts, les situations des personnes qui sont en cause. J'ai trouvé singulier que l'on parle tant ici de l'utérus artificiel. Alors, ma foi, qu'il est très loin d'être au point et que dans les 50 ans qui viennent, selon toute évidence, il n'y aura pas d'utérus artificiel. On vous a expliqué pour quelles raisons. Aujourd'hui, certes, on peut cultiver un embryon jusqu'à 14 jours, mais on n'est pas sûr qu'on puisse le transférer et qu'il puisse s'implanter. On est loin d'être sûr. Comme l'a dit René Friedman, il n'a pas du tout la conformation nécessaire. Et de toute façon, après 22 ou 24 semaines, avant 22 ou 24 semaines, l'embryon n'est pas viable. Et entre les deux, il y a toute la fonction placentaire qu'on est à des années-lumière de pouvoir remplacer. Donc c'est vraiment pas une question d'actualité. Mais puisqu'il a plu à Jacques Mattei d'en faire néanmoins un sujet particulièrement de débat, une réflexion sur ce sujet. Pas du tout sur la légitimité ou l'illégitimité de l'utérus artificiel. C'est tellement lointain, si vous voulez bien, que je choisis le confort de n'en point parler. Il sera temps d'en parler quand ça deviendra assez proche. Mais le sujet philosophique est intéressant. Imaginons qu'il existe, et imaginons qu'il marche bien. Serait-il un avantage, une libération ou un dessaisissement pour les femmes? Dans mon dernier livre, je mets en œuvre une héroïne magnifique qui a une vie extraordinaire, qui illustre ce que disait mon collègue Habib Bol ce matin. C'est une enfant sauvage avec un retard mental pour l'une d'entre elles, et sa sœur jumelle, elle, au contraire, est une femme extrêmement magnifique, extrêmement prodigieuse, qui sera prix Nobel. Et cette femme, cette sœur de l'enfant sauvage, a choisi de ne pas avoir d'enfant, et elle a une vie absolument magnifique. Tout cela pour dire que, bien évidemment, c'est une banalité de le rappeler. On peut avoir une vie de femme et une vie d'homme épanouie, riche, magnifique, en ayant des enfants ou en n'ayant pas d'enfants. Pour autant, nous avons tous et toutes des témoignages de ce que la maternité peut être l'épiphanie d'une vie féminine. Si vous ne l'avez pas lu, j'en reproduis des pages dans mon dernier livre, où vous pouvez mieux vous reporter à son livre originel. Il faut voir ce que France Quéré, la théologienne protestante, à côté de laquelle j'ai travaillé si longtemps au Comité consultatif national d'éthique, dit dans une langue magnifique, illuminée, incandescente, de la naissance de son enfant. Incandescente. Manifestement le moment le plus fort, le plus important de toute sa vie. Au point, je ne peux retrouver exactement les intonations qu'elle utilise, mais au point que, ayant chanté cela, son allégresse, une vraie allégresse, elle s'écrie « Ah, que je vous plains, vous autres les hommes, ah, que je vous plains. Du jour de votre naissance, vous ne cesserez d'évoluer vers la vieillesse et la mort. Nous, les femmes, nous redonnerons la vie. » Alors, on pourrait considérer que c'est uniquement une théologienne protestante, donc avec des références religieuses. Il se trouve que ma fille, c'est une expérience personnelle, avec ces mots à elle, m'a tenu exactement le même langage. Lorsqu'elle attendait sa première fille, ma fille aînée,
d'abord m'a tenue au courant, dès qu'elle a senti le fœtus bouger dans son ventre, de tout ce qu'elle ressentait d'étrange, de singulier, d'inexplicable, d'inattendu. Et semaine après semaine, je n'en manquais rien. Et puis après qu'elle a accouché, sans douleur, avec les méthodes modernes, moins d'une heure après, elle m'a téléphoné, et là encore, pas avec la flamboyance de France Quéré, mais avec ces mots très touchants à elle. Elle m'a dit, tu sais papa, tu ne peux pas imaginer, mais c'est extraordinaire, mais c'est fantastique. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Puis elle s'est tue à un moment donné, et elle m'a dit, tu sais papa, je te plains quand même. Alors je dis, pourquoi tu me plains? Je ne suis pas à plaindre. Ma fille, elle me dit, parce que toi, tu ne connaîtras pas ça. Et elle avait raison. Elle avait raison. Je crois que j'aurais aimé... être homme, ça ne me dérange pas trop, mais j'aurais aimé être mère. Mais maintenant, c'est mal parti, je crois, quand même. Donc, honnêtement, je ne sais pas ce que choisiront les femmes demain, dans 50 ans, entre être mère, et alors si elles veulent être mères, certaines d'entre elles voudront accoucher, elles voudront connaître cette épiphanie. On ne peut pas la stigmatiser, c'est pas possible, mais on ne peut pas l'imposer non plus. Peut-être que d'autres également voudront alors utiliser cette machine à élever les bébés hors du ventre de la maman, et puis d'autres auront une vie épanouie en dehors de la maternité. Gardez ces trois éléments. Il n'y a aucune guerre de religion, d'une méthode contre une autre. En revanche, la vibration, l'amour, le désir, cette sensation d'exaltation que connaissent certaines femmes, honnêtement, personne n'imaginerait les en priver, certainement. Si l'on peut être mère ou non mère, si l'on peut être père ou non père, on ne peut pas être vous et moi et n'avoir pas de mère et de père. Ma première proposition n'est pas réversible. Et c'est ce dont on a parlé longuement, Madame Terry, Monsieur Winter, d'autres également, sur le problème de la filiation. Je crois qu'il fait peu de doute que pratiquement n'importe qui est amené, pas obligatoirement, mais dans l'immense majorité des cas, à trouver confortable, nécessaire, de se situer dans la continuité d'une histoire familiale. Dans la triple interrogation, qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Combien est-il compliqué de répondre à la première, qui suis-je, si on ne sait pas du tout d'où on vient? C'en est tout de même le premier élément. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais c'en est le premier élément. Si bien que, pour les raisons qui ont été dites, le fait que les techniques d'assistance médicale à la procréation qui créent une dissociation entre la parentalité sociale et la parentalité biologique, ces conditions sont maintenant divulguées aux enfants. Et pas tous, mais la plupart des psychanalystes, la plupart des sociologues, Madame Terry en particulier, le recommandent extrêmement chaudement. Et dans ces cas-là, il n'y a également pas de doute qu'on ne peut pas ne pas répondre à la quête d'un enfant qui sait que son père social, qu'il peut aimer dans le cas de don de sperme, qu'il peut aimer très profondément, n'est pas son père biologique, d'avoir une information, de connaître, voire même son père biologique. Et la non-réponse à cette demande légitime peut être extrêmement douloureuse. Et elle n'a pas de raison d'être, en réalité. C'est la raison pour laquelle, et j'avais obtenu gain de cause dans la discussion avant les élections législatives, j'avais obtenu gain de cause pour que l'on appliquât au don de sperme les dispositions de la loi de Ségolène Royal sur l'accouchement sous X. C'est-à-dire que l'on recueille les coordonnées de la personne, comme en Angleterre, cela vous a été exprimé, de la personne donneuse de sperme, et qu'à 18 ans, l'enfant puisse demander d'accéder à ces données, et qu'il puisse
demander à son géniteur de le rencontrer, le géniteur ayant la possibilité, évidemment, de ne pas le faire. C'est ce que l'on fait maintenant pour l'accouchement sous X. Ça me semble la moins mauvaise solution. Malheureusement, voilà, les successions politiques ont parfois des conséquences et l'on est revenu en arrière par rapport à ce que je croyais acquis de haute lutte. Il n'empêche que cette question... Alors, j'ai une différence avec Mme Théry. C'est que la différence est liée, je l'ai dit, à l'endroit d'où j'observe tout cela. Personne n'est parfait, moi je suis généticien. Et donc, quand j'étais jeune généticien, je savais que les enfants qui n'étaient pas les enfants de leur père, c'est pas le chiffre qu'on a entendu, c'était en réalité très proche de 1 sur 10. En fait, 8%. En France, c'était 8%. Et vraiment, il ne serait jamais venu à l'idée qu'on faisait perdre une chance à cet enfant lorsque, ma foi, les hommes attirent les femmes. Ça arrive aux hommes d'être attirés par une femme, ça peut arriver à une femme d'être attirée par un homme. Quand cela ne remettait pas en cause, ma foi, la vie du couple, il ne venait à l'idée d'aucun généticien à l'époque de le divulguer. De toute façon, ça n'est pas le problème, puisque aujourd'hui les enfants savent, et donc il faut certainement qu'ils puissent avoir accès et accéder à une réponse. Je voudrais aborder la PMA. Très souvent, en matière de bioéthique, la question est mal posée. Elle n'est pas mal posée, veuillez m'excuser, je ne devrais pas dire cela. Disons que dans les fonctions que j'ai occupées, ça n'est pas la manière dont je posais les questions. Tout philosophe, sociologue, psychanalyste, etc., est tout à fait légitime, et au contraire, il s'agit d'une contribution au débat public, de dire ce qu'il croit désirable. Moi, je me suis retrouvé souvent dans la position de dire au nom de quoi s'opposer. Au nom de quoi s'opposer. C'est la raison pour laquelle, évidemment, très rapidement, j'en suis arrivé à la conclusion que, pas immédiate d'ailleurs, mais rapidement, qu'il n'y avait aucune raison de s'opposer au mariage entre personnes de même sexe. Je ne dis pas que... Voilà. Moi, je me suis marié avec des personnes de l'autre sexe, mais si les personnes de même sexe veulent se marier, qu'ils bénéficient du même contrat que celui dont j'ai bénéficié, à partir du moment où l'homosexualité n'est plus un délit, je ne vois vraiment pas au nom de quoi on pouvait s'y opposer. Donc aujourd'hui, il y a des couples d'hommes, des couples de femmes. Voyons le désir de filiation des couples de femmes d'abord. On est dans une situation classique d'infertilité sociale. Mais à vrai dire, il existe plusieurs cas d'infertilité dans les rapports entre un homme et une femme fertiles, l'un et l'autre avec d'autres conjoints, d'une certaine incompatibilité. Ici, c'est un cas extrême, naturellement. Il y a une vraie incompatibilité à la procréation entre ces deux femmes. Ça ne va pas durer, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est effectivement le cas. L'AMP a pour but de lutter contre la stérilité. Aujourd'hui, on se trouve avec un couple parfaitement légitime. Le désir d'enfant de ce couple est parfaitement légitime. Au nom de quoi refuser à ce couple d'accéder au traitement de la stérilité, qu'est la stérilité du couple, un des exemples de la stérilité du couple. La question de l'intérêt de l'enfant, pour le législateur en tout cas, est très importante, mais il ne peut pas ne pas considérer qu'il y a des centaines de milliers, hélas, de familles monoparentales, que la fécondation in vitro est pratiquée, l'insémination avec sperme de donneur est pratiquée assez largement pour des femmes célibataires à l'étranger, et puis qu'elles soient en couple ne pose strictement aucun problème. Et aujourd'hui, la seule limite à cette technique, il faut bien le reconnaître, elle est financière. C'est extrêmement large. Donc on se retrouve avec un traitement d'une infertilité du couple, d'un mariage qui est parfaitement légitime, de deux femmes qui peuvent adopter des enfants, donc à qui on reconnaît absolument le droit à la parentalité. Au nom de quoi va-t-on vraiment justifier une interdiction
de l'assistance médicale à la procréation pour ces couples de femmes. Au nom de quoi? Je crois que rien, réellement, ne peut aller dans ce sens. Pour reprendre de la discussion de M. Winter, bien évidemment, je crois qu'il est préférable que les enfants n'appellent pas maman, papa. Mais en fait, on connaît très bien cela. Il y a tellement de situations. C'est maman et marraine, très souvent. Papa et parrain. Il y a énormément de situations. Une complémentarité, une solidarité pour élever un enfant. Je crois que ça pose réellement peu de problèmes. Et je trouve complètement incompréhensible cette crispation sur ce point. Alors, me dira-t-on, mais si vous autorisez l'AMP pour les femmes en couple, les femmes mariées en couple, et non pas pour les hommes mariés, il y a une injustice. Le problème, évidemment, c'est que les hommes, pour y parvenir, doivent recourir à la gestation pour autrui. Et ça, c'est le débat qui a été lancé. Je ne vais pas le reprendre, n'est-ce pas? Mais quelques réflexions néanmoins. Le premier, c'est que la symétrie aux droits des enfants des femmes mariées et des hommes mariés n'est pas la même. Et c'est une fausse symétrie. En effet, dans le cas des femmes, le don de sperme existe très largement chez les femmes. Il n'y a pas le recours à une tierce personne pour laquelle on peut considérer qu'il y a une aliénation commerciale. Et la légitimité du désir d'enfant d'hommes mariés qui les autorisent à adopter n'est pas la légitimité d'aliéner un tiers pour y parvenir. Bien évidemment, on est dans deux situations qui sont tout à fait différentes. Plus généralement, je vous ai dit que la bioéthique était le lieu des dilemmes, des contradictions. Et il y en a là. Qui peut nier que ce soit un merveilleux geste de générosité pour une sœur aimante de porter un enfant pour la sœur aimée, pour l'amie aimante de porter un enfant pour l'amie aimée qui ne le peut pas. La gestation pour autrui solidaire et généreuse, évidemment, elle existe. Maintenant, elle est incroyablement minoritaire. Incroyablement minoritaire. D'après les relevés qu'on a pu faire, 95 à 97% des gestations pour autrui le sont dans le cadre d'un accord commercial. C'est à peu près le chiffre. Et il ne faut pas quand même raconter des sottises, faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. La GPA, aujourd'hui, avant tout, c'est effectivement un contrat commercial. Et un contrat commercial qui ne peut pas ne pas poser problème. Parce que dans tous ces contrats, que ce soit en Ukraine, jadis, quand c'était ouvert en Inde, il y en a d'autres également dont j'ai pris connaissance, on a à peu près les mêmes clauses. Il y a la clause où l'on accepte une amniosynthèse systématiquement, on accepte une interruption de grossesse si l'amniosynthèse trouve une anomalie importante, on accepte toutes les mesures obstétricales pour assurer les meilleures conditions au bébé, on s'engage évidemment à ne pas avorter, à ne pas... etc. etc. Et on est fautive, contractuellement parlant, si on refuse de donner l'enfant. Or, et cela a à voir avec ce que j'ai dit auparavant, même si ça n'est pas obligatoire, je le sais bien, il peut se faire, ma foi, dans certains cas, que les femmes s'éprennent de l'enfant qui est en train de croître dans leur ventre. Il peut se faire. Comment peut-on par contrat spécifier que si jamais cet attachement amène à garder l'enfant, alors on serait dans une situation fautive? Cette autorisation d'une entrée maintenant et en plus de la fonction gestatrice des femmes dans le commerce, selon moi, n'est pas un progrès pour les femmes. Et donc, je ne peux pas réellement l'accepter en ces termes. Alors, comment faire? Il y a une voie. La première voie, c'est de refuser totalement une modification du droit français quant à la définition de la mère basée sur le droit romain.
La mère est la femme qui accouche d'un enfant. Indubitablement. Incontestablement. Maintenant, une mère peut abandonner son enfant, ça se voit, évidemment. Et cet enfant abandonné peut être adopté par adoption plénière. Il y a encore des difficultés juridiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mon collègue juriste les connaît, mais elles ne sont pas insurmontables. Donc il est possible d'imaginer un dispositif qui permet de donner droit à la gestation pour autrui généreuse et solidaire, en évitant, pas tout sans doute, mais l'essentiel de cette entrée dans le commerce de la fonction gestatrice des femmes. Demain, pour les couples homosexuels hommes, même d'ailleurs pour les femmes, la situation pourrait être totalement transformée avec la gamétogénèse in vitro. L'on sait aujourd'hui à partir de n'importe quelle cellule, de la peau par exemple, ou du sang, par la méthode des cellules souches, des cellules progénitrices induites, les transformer en des cellules progénitrices ayant pratiquement les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires, que l'on sait commander de se transformer en gamètes, en ovocytes et en spermatozoïdes. Sur certains animaux, de premières expériences n'ont pas été négatives. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je n'ai pas de doute. Autant je peux vous dire, il n'y aura pas de gestation dans un utérus artificiel dans les 50 ans qui viennent. Autant, je suis certain que dans les 10 ans qui viennent, on pourra faire des ovocytes et des spermatozoïdes à partir d'une femme aussi bien que d'un homme. Alors, il y aura une difficulté. Une femme fera des spermatozoïdes X et des ovocytes X. Et donc, elle pourra faire toute une diversité de filles, mais que des filles. Donc, si deux femmes utilisent cette méthode pour se reproduire, là, c'est pas mal. Monsieur Winter ne va pas être d'accord, moi, pas forcément. Mais il y en aura une qui aura donné l'ovocyte, l'autre qui aura donné le spermatozoïde, succédé du père, voilà. Ça posera d'énormes problèmes, mais ce sera sans doute possible. Chez les hommes, ce sera également possible de fabriquer ces gamètes avec une difficulté, c'est que des ovocytes Y, ça n'existe pas. Donc on les jettera, on les écartera. Mais il y aura toujours besoin du ventre d'une femme parce que l'utérus artificiel n'existe pas. Et donc le problème... Mais vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, ma frustration, mais elle est réelle, vous savez. Ma frustration de ne pas pouvoir être mère. Mais je ne le considère pas comme une injustice, mais comme un fait biologique robuste. Je ne peux pas être mère parce que je suis homme. Le désir d'enfant des couples homosexuels hommes est totalement légitime. L'impossibilité d'en avoir par eux-mêmes n'est pas une discrimination. C'est un fait biologique robuste. Il se trouve que ce sont des hommes. Maintenant, le temps, j'aurais pu vous parler de tant d'autres problèmes. Je vais terminer simplement par un point, pas polémique, mais je dois dire que j'étais un peu choqué. Voilà, donc on peut le dire. Le propos n'a pas été exactement celui-là, mais je l'ai un peu entendu comme cela. Il faut se garder de l'anathème, il faut se garder du burk, de l'horrification d'une méthode. Cela étant dit, si on s'interroge tout de même sur les nouveaux pouvoirs de la médecine, notamment de la procréatique, c'est que l'on a l'impression que certaines de ces méthodes peuvent être attentatoires à la personne, peuvent être des atteintes à la personne humaine. Alors j'entends presque, mais si vous dites qu'il y a atteinte à la personne humaine dans la manière de faire un enfant, alors allez-vous nier l'humanité de l'enfant? Sera-t-il un monstre? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous le promettez à une vie abominable? Mais ça, on ne peut pas dire ça. Ça, honnêtement, c'est un raisonnement qui n'est pas acceptable. Quand je viole une femme, j'attente à sa personne. La femme violée est totalement respectable, est totalement humaine. Parce que l'humanité est irréductible à quelque atteinte qu'elle peut subir. Quand je viole un enfant, qui peut nier que j'attente aux droits de cet enfant? Et néanmoins,
cet enfant violé est naturellement une victime dont on va essayer de permettre la pleine possibilité, le plein épanouissement de son humanité. Donc il y a des cas où, effectivement, où on a un peu peur de la difficulté qu'auront des enfants naissant dans des conditions un peu particulières. Mais, bien entendu, aucun d'entre nous ne nie jamais qu'ils seront des personnes humaines. Simplement, nous attirons l'attention sur peut-être les difficultés supplémentaires qu'ils rencontreront, et dans certains cas, nous nous demandons, était-il bien justifié au départ de leur imposer ces difficultés supplémentaires? Je vous remercie. Certains points parce que... Merci infiniment. Quelle hauteur de vue, quel panorama balayé comme ça en un temps minimum et avec des incises remarquables sur tous les thèmes qui ont fait débat durant ces 2 jours. Merci infiniment, c'est un cadeau inappréciable. Ayez encore plus de gourmandise. Monsieur Axel Kahn accepte quelques questions. N'oubliez pas qu'il a écrit un livre qui est remarquable, qui est en vente chez Soramps, et vraiment pleinement humain. C'est une mine. Donc allez vous y perdre dedans. Il y a des tiroirs, comme cette conférence à l'instant, et vous allez dérouler des pelotes de choses extraordinaires et arriver au cœur, à l'intimité des problèmes, avec une intelligence rare. Les questions, je pense que... Madame Durand. C'est pas une question et je m'en excuse. Je suis toujours horripilée par les gens qui parlent au lieu de poser une question. Je vais le faire néanmoins parce que il y a peut-être une chose dont on n'avait pas beaucoup parlé pendant ces 2 journées très intéressantes, et je profite du micro pour remercier très chaleureusement Jacques Matteux et François Pialat. Or, ce point qui me paraît important, vous venez de l'aborder, peut-être même, si je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois, sans vous en rendre compte. C'est la question de la frustration. Vous nous avez fait part de votre frustration de ne pas être une femme. Voilà, je voulais juste dire que dans des débats comme celui-là, accepter la frustration, le renoncement et la limite, et peut-être parfois, en tant que soignant, ouvrir la possibilité à nos patientes que cela est possible et que cela, au lieu de réduire, grandit, c'est peut-être aussi une bonne chose. Merci. Du coup, moi, donc c'est peut-être pas le bon intervenant à laquelle je vais poser cette question, même si je pense qu'il n'y aura pas forcément de réponse. C'est quelque chose qui relève un peu de la science-fiction, mais vu qu'on a parlé un peu de l'ectogénèse, je me permets, et qu'on n'a pas abordé au cours... Alors, j'étais pas là hier, mais je pense qu'on l'a pas abordé non plus, de ce que j'ai lu, en tout cas dans le fascicule. Et c'est une question un petit peu... Allez-y. qui peut poser problème, je pense, au niveau éthique. Mais dans un monde où nos ressources sont limitées, et où la naissance et la démographie est exponentielle, personnellement, moi qui suis encore jeune et qui vais évoluer dans ce monde-là, je me pose des questions par rapport justement à la gestion de la démographie, en fait, vu que on risque d'arriver, je pense plutôt que... Est-ce que je peux vous répondre? Alors, je vais apaiser votre crainte, si je peux. La démographie n'est pas exponentielle. On craignait qu'elle ne le fût il y a 20 ans de cela. On sait aujourd'hui qu'elle ne l'est pas. Lorsque, dans les années 60, on extrapolait l'augmentation de la population, on arrivait à des projections tout à fait terrifiques, selon lesquelles il devait y avoir 25, 30, jusqu'à 50 milliards de terriens, ce que la Terre n'est pas capable de supporter.
Aujourd'hui, tous les démographes sont d'accord pour dire que la population va connaître un plateau haut aux alentours de 11-12 milliards, un plateau bas aux alentours de 9,5 milliards dans les années 2030-2035, et puis qu'ensuite cela n'augmentera plus et cela devrait sans doute un peu diminuer. Sans doute, à condition, et c'est pour ça que, tout de même que l'injonction d'Anne Jonas est importante, si on est capable de léguer aux générations futures une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie humaine, on va dire, authentiquement on pourrait discuter, d'une vie humaine, alors on est capable de nourrir sans doute autour de 10 milliards de personnes. Vraiment sans doute. C'est-à-dire que vous avez raison de vous inquiéter, la démographie pose énormément de questions. Mais ce désastre démographique, insoutenable, n'est plus d'actualité. Merci. Alors, monsieur, je vais vous faire un reproche. Vous auriez dû être là hier. Ça a été abordé dans la dernière conférence sur la naissance. Mais c'était très bien d'en reparler, de réactualiser les Et données. vous confirmez mes données. Et je confirme exactement l'exactitude des données.